Et voilà, nous y sommes donc pour l'invité de ce lundi. Je vous le rappelle, nous avons rendez-vous avec l'économiste directeur général de Think Tank L'Afrique des idées, Monsieur Sofoni Jeder Koboudé, qui est déjà en ligne. Bonsoir, Monsieur Koboudé. Bonsoir, cher ami. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être toujours présent pour le rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler du défi de la pauvreté, comment relever ce défi. Aujourd'hui, donc, nous mettons en lumière ce sujet crucial, vital pour le Bénin, le plus grand défi qui se pose d'ailleurs pour notre nation. Nous en parlerons donc à partir d'une tribune que vous avez publiée, Monsieur Sophonie Koboudé, qui suscite déjà beaucoup de réactions. S'il vous plaît, Monsieur Koboudé, dans votre tribune, est-ce que vous pouvez nous parler, à partir donc de votre tribune, d'un grand défi qui se pose au Bénin? Définissez-nous, s'il vous plaît, les points clés de cette tribune. Merci, cher ami. Merci pour votre question. Euh, Faisons un pas en arrière. C'est-à-dire que quand on regarde la grande histoire, l'histoire longue, ce qu'on remarque, c'est que le destin d'une civilisation ou d'une nation dépend de la façon dont ces élites parviennent à répondre aux défis majeurs de leur époque. C'est-à-dire que quand les dirigeants perçoivent clairement le défi et y apportent une solution adaptée, eh ben la nation progresse, quoi. C'est ce qu'on a vu avec les cités-États dans la Grèce antique, notamment sur le défi de la surpopulation, etc., etc. À l'inverse, si ces élites échouent à reconnaître le problème ou à y répondre efficacement, eh bien, le défi s'amplifie et finit par ébranler l'ordre établi. Et donc, c'est une lecture que j'emprunte à Arnold Toynbee, qui est un historien que j'aime beaucoup. Et en fait, à chaque moment de la vie d'une nation, il y a un grand défi qui se pose. Et j'ai la prétention de monter en épingle un défi qui me paraît fondamental, qui est le défi de la paupérisation des masses. C'est-à-dire, c'est un phénomène dynamique. Et c'est quelque chose de curieux parce que le Bénin vit plutôt un moment macroéconomique plutôt bon. C'est-à-dire, grâce au programme d'action du gouvernement, il y a une situation macroéconomique qui est plutôt louable. On a une croissance économique on fait du 6% chaque année. On a une inflation qui est maîtrisée, qui est inférieure à 3%. Donc, sur le plan macroéconomique, on pourrait dire que on a une économie en très bonne santé, en réalité. Mais, comme on dit toujours, le diable se cache dans les détails, n'est-ce pas? Afrobaromètre, qui est une espèce d'institut de sondage panafricain, a révélé, a publié les résultats de son enquête fin d'année dernière, fin août 2024, et on y note une série de constats troublants concernant la vie quotidienne des Béninois. C'est-à-dire qu'il y a pour le coup des indicateurs microéconomiques ou sociaux qui montrent une paupérisation croissante et une perception, négative en réalité de la situation par la population. C'est-à-dire qu'on vient de noter que le cadre macroéconomique est plutôt bon, une croissance de 6%, une inflation maîtrisée, un ratio dette du PIB inférieur à la norme communautaire. Donc, on a plutôt
une ambiance générale macroéconomique plutôt saine. Et par contre, quand on regarde des indicateurs microéconomiques, alors c'est assez fascinant. Ben, quelques points que j'ai notés dans le résultat de l'enquête. L'enquête révèle par exemple que près de 70% des Béninois font face à des pénuries récurrentes de produits alimentaires de base, c'est-à-dire tels que le riz, le maïs ou encore l'huile. Par exemple, 73% des sondés estiment que l'accès aux produits de première nécessité se dégrade. La qualité et l'accessibilité des services publics constituent là aussi un autre point de discorde entre les chiffres macroéconomiques et le ressenti populaire. Alors que les investissements dans le secteur de la santé ont augmenté de près de 15% ces 5 dernières années, parce qu'il faut le souligner, il y a une politique volontaire du gouvernement du président Talon et qu'on voit très clairement, c'est-à-dire que les investissements dans le secteur de la santé ont augmenté de 15%. Donc, alors qu'on a cette augmentation des investissements, environ 60% des Béninois indiquent ne pas bénéficier d'un accès satisfaisant aux soins médicaux. Et de même, le secteur de l'éducation, malgré des investissements similaires, présente un taux de scolarisation dans certaines régions qui reste inférieur à 60%, 70%. Comment dire, il y a un indice que produit l'Institut Afrobaromètre. Il s'appelle le niveau de pauvreté vécu. Alors, c'est quelque chose qui calcule à partir d'une question, d'un ensemble de questions qu'il pose aux sondés, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont fait face dans les 12 derniers mois à un manque de nourriture ou à un manque d'eau potable, etc. Et ils compilent tout ça dans une espèce d'indice qu'ils appellent indice de pauvreté vécue. Et en fait, quand vous regardez l'indice de pauvreté vécue modéré ou élevé, on était à 50% en 2011, aujourd'hui on est à 76%. Donc il y a indiscutablement une espèce de paupérisation des masses. Parce que c'est le même institut de sondage, c'est la même méthode de sondage, et c'est quelque chose qui traque dans le temps. Pour le coup, c'est une espèce de rolling, quoi. Et donc, il est indiscutable qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe véritablement selon vous dans ce domaine s'il y a cette situation? Ouais, alors c'est une très bonne remarque. Ce qui se passe, il faut déjà réussir à le nommer, effectivement. Okay. Et je pense que ce que révèle l'enquête Afrobaromètre, c'est qu'il y a une forme de déconnexion entre les performances économiques agrégées, donc la situation macroéconomique que j'ai évoquée, et le sentiment quotidien de la population. Par exemple, on note dans le sondage que 70% des Béninois affirment ressentir une insécurité économique grandissante. Donc, on a un défi qui se pose. Donc, une paupérisation des masses qui ne cesse de s'aggraver, alors même que le cadre macroéconomique va en s'améliorant. Et donc, c'est là ce que j'appelle le grand défi dans ma tribu et à laquelle il faut, qui présente des risques évidents pour notre pays. Oui, Monsieur Koboulé, voilà le tableau présenté, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi que les intoxications politiciennes n'ont-elles pas joué
sur la psychologie des masses populaires, surtout avec tout ce que nous avons traversé. Est-ce que cette intoxication politicienne ne joue pas sur la psychologie des Béninois pour qu'on parle de paupérisation ou de l'autre côté encore? Est-ce que ce ne sont pas des situations dues à ce que nous avons vécu par le passé dans la sous-région, les crises par ici, fermeture de frontières par là, etc., etc., bien que le Bénin ait été bien résilient dans tout ce qui s'est présenté sur son chemin? Vous avez sans doute raison, cher ami. Vous avez sans doute raison, et c'est un très bon point. Il y a peut-être une contribution des intoxications politiques. Oui. Mais le problème, c'est que les intoxications politiques ne sont pas un phénomène neuf. D'accord. Donc, s'ils ont toujours existé, comment se fait-il alors que, toute chose égale par ailleurs, l'indice de pauvreté vécue que traque l'Institut de sondage augmente? Parce que, effectivement, comment dire, on peut effectivement imputer à l'intoxication politique, etc., ce phénomène. Mais c'est difficile à défendre parce que depuis 2011, je ne crois pas que l'intoxication populaire via des hommes politiques ou des gens publics soit plus intense aujourd'hui qu'en 2011. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Donc, pour moi, c'est un invariant. D'accord. OK. Oui, allez-y, allez-y. Non, mais voilà, c'est un invariant. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse imputer à l'intoxication des masses par les politiques le phénomène de la paupérisation qui, encore une fois, je vous dis, présente des risques pour notre pays. D'accord. Monsieur Koboudé, dites-nous si ce défi n'est pas relevé, quels seraient, selon vous, les risques économiques et sociaux pour le pays, selon vos analyses, bien sûr? Alors, si nous laissons la pauvreté se chroniciser, il y aura des conséquences évidemment multiples. C'est d'abord un frein économique. Parce qu'un pays où près de la moitié des citoyens luttent pour satisfaire ses besoins de base n'a pas la capacité d'acheter des biens et services plus élaborés. Donc, autrement dit, le marché intérieur reste limité, ce qui freinera l'expansion des entreprises locales. De plus, la faiblesse du pouvoir d'achat se traduit souvent par un niveau d'épargne très faible. Donc, une capacité d'investissement intérieur réduite. Le Bénin doit déjà faire face à un déficit de financement pour ses infrastructures, pour sa modernisation agricole, etc. Donc, si la pauvreté persiste, il devient encore plus compliqué de mobiliser des ressources domestiques pour financer le développement. Donc, et puis sur le plan social, on peut avoir, comment dire, la cohésion sociale peut être menacée si la situation se tend davantage. Vous savez, j'aime beaucoup la catégorisation des hommes, dans la Polynésie, dans les régions polynésiennes. Vous savez, ils disent qu'il y a les hommes de bateaux et les hommes des arbres. En gros, les hommes des arbres, c'est ceux qui restent enracinés dans leur terre et qui cultivent leur terre, etc. Les hommes des bateaux, c'est ceux qui coupent les arbres, font des bateaux et vont voir si sur d'autres îles il se passe plus de choses ou pas. Et en fait, on risque de voir une espèce de conflit social entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Les hommes des bateaux étant l'élite économique qui comment dire, mondialisée et la classe, la très grande masse qui
qui est plutôt, voilà, qui sont attachés à leur terre, qui n'ont que leur, leur entourage, leurs habitudes, etc. Donc, je pense que il faut effectivement relever ces défis. Le défi de la pauvreté au Bénin. Très bien. Et selon vous, quelle politique publique nécessaire pour relever efficacement ce défi au Bénin? Jette Koboni pour vous. Ah, ah, c'est une belle question, mais je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que c'est une grande question et je pense que c'est à cette question que chaque Béninois, chaque fonctionnaire, chaque dirigeant essaye d'adresser dans son quotidien par son travail. C'est toujours un ensemble de, un ensemble cohérent de politiques publiques qu'il faut. C'est-à-dire que ce qu'on sait, parce que l'histoire nous offre quand même des comment dire, des certitudes. C'est-à-dire qu'on sait que le point de départ pour toute grande civilisation, c'est d'abord l'investissement massif dans l'éducation. Vous connaissez la fameuse phrase, de Jean Baudin, c'est-à-dire Jean Baudin qui dit qu'il naît de richesse, il naît de richesse que d'homme, n'est-ce pas? Donc ça, pour le coup, on ne le dira jamais. On ne le dira jamais assez. Il faut un investissement massif dans l'éducation. Quand vous regardez des pays qui ont réussi des transformations structurelles, il n'y en a pas un seul qui n'a pas misé très tôt sur un système éducatif solide. Donc, voilà, il faut améliorer l'accès, la qualité des enseignements, la formation professionnelle pour doter les jeunes de compétences qui répondent aux besoins du marché et du pays. Donc, je pense aussi que il y a tout le chapitre de la modernisation de l'agriculture qu'il faut. Aujourd'hui, l'agriculture représente environ quelque chose comme 25% du PIB du Bénin, selon certaines estimations, mais reste vulnérable aux aléas climatiques. Donc, il faut adresser ce sujet, notamment de la résilience agricole et de la modernisation de notre agriculture. Et puis, le troisième élément, c'est au fond ce qu'on appelle généralement améliorer la gouvernance. On y met tout un tas de choses, mais il faut une transparence dans la gestion des ressources publiques. Ça, au Bénin, on est en train de progresser là-dessus déjà, et il faut une forme de gouvernance qui respecte les libertés publiques. Et ça, c'est fondamental par contre. Et puis après, définir un environnement général qui soit favorable à la liberté économique où chaque individu, de par son talent, de par ses aspirations, pourrait effectivement participer efficacement à rendre la communauté, la société globale meilleure. Mais vous savez qu'on ne peut pas parler d'économie sans l'intervention du secteur privé. Monsieur Koboulé, dites-nous, comment est-ce que ce secteur, je veux bien parler du secteur privé, peut-il contribuer à relever ce défi? Je ne vous entends plus. Oui, alors le secteur privé, nous voulons parler du secteur privé, dans l'apport du secteur privé dans l'économie de tout pays, l'exemple du Bénin, quelle contribution pourrait-on avoir du secteur privé dans le relèvement, pour relever le défi de la pauvreté, M. Koboulé?
Certainement quelques difficultés pour permettre à M. Koboulé de nous suivre. Monsieur Koboulé, est-ce que vous me recevez? Ma question, elle est celle-ci, mais comment le secteur privé peut-il contribuer efficacement à relever ou à résoudre ce problème qu'est la pauvreté dont nous parlons ce soir? Yes. Eh bien, le secteur privé a un grand rôle à jouer. C'est le moteur même de la création de richesses et de l'emploi. On ne peut pas, encore une fois, c'est une vue de l'esprit de croire que c'est l'État qui fait la croissance. Non, c'est le secteur privé qui fait la croissance réelle. Donc pour moi, il y a plusieurs façons dont le privé peut agir. Évidemment, les entreprises ont la capacité d'absorber la main-d'œuvre, mais encore faut-il que le climat, ce qu'on appelle le climat des affaires, s'améliore, c'est-à-dire avoir des démarches administratives simplifiées, avoir une fiscalité adaptée. Ben, vous vous rappelez, c'est avec vous qu'on a fait un débat, on a fait une émission ensemble où on évoquait la possibilité d'oser supprimer l'impôt sur les sociétés au Bénin. Oui. Oui, ben voilà. Donc, on revient à nos échanges passés. C'est-à-dire que si on a une stabilité juridique et une fiscalité clémente, les PME et les startups vont naturellement se développer et proposer des opportunités d'emploi. Ça, c'est évident. Il faut là aussi que si l'État veut prendre sa part, qu'il développe, qu'il soit en partenariat avec le privé pour comment dire, monter des infrastructures de base via des PPP, des partenariats publics-privés. Ce genre de partenariat bien géré accélère grandement la réalisation de projets structurants, notamment les grands projets, qui profitent ensuite à l'ensemble de la population. Voilà. Et pour finir, M. Jed Sophonique Koboulé, à quoi ressemblerait le Bénin dans 5-10 ans si ce défi est relevé avec succès? Eh bien, ça sera un Bénin transformé, un Bénin ce serait le Bénin révélé. Pour tous. Absolument, un Bénin révélé, n'est-ce pas? Donc oui, et j'y crois, parce que je crois qu'en la matière, il n'y a pas de fatalité. Je pense que on pourrait avoir un scénario où on a une classe moyenne qui s'élargit de plus en plus, capable de soutenir une demande intérieure. Je crois qu'on pourrait avoir un système éducatif performant. Et ça, pour moi, c'est la clé fondamentale. Parce que je continue de dire que aujourd'hui, on sait que les études, les pays qui investissent entre 5 et 10% de leur PIB dans l'éducation retirent des bénéfices considérables à moyen terme. Et puis, il faut qu'on mise aussi sur le renforcement de la cohésion sociale. Et ça me paraît nécessaire parce que la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Oui. Il n'y a pas de nation définitive. La construction nationale est un engagement de tous les jours et un plébiscite de tous les jours de ce qu'on a reçu de ceux qui nous ont précédés et de la volonté de les transmettre en mieux à la génération d'après. Merci, monsieur. Oui, monsieur Sofoudé, monsieur Koboulé, vous avez autre chose à ajouter? Et surtout plus attractif pour les Béninois eux-mêmes et pour l'extérieur. Jed Koboulé, je rappelle que vous êtes économiste, directeur général de la structure Think Tanks, l'Afrique des idées.
Avec vous, nous avons parlé aujourd'hui de comment relever le défi de la pauvreté, la contribution du secteur privé, les politiques publiques nécessaires pour y arriver et à quoi ressemblerait notre pays, le Bénin, d'ici 5-10 ans, si bien évidemment le défi est relevé avec efficacité, avec succès. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Cette tribune, invité du soir, que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Et bien après ceci, le grand soir se poursuit.